Albert Einstein. Quand on entend ce nom, le mot génie vient tout de suite à l'esprit, pas vrai? C'est une véritable icône de la science. Son visage est au moins aussi célèbre que ses découvertes. Mais voilà, cette image presque mythologique, elle cache souvent un homme bien plus complexe, avec ses combats, ses propres contradictions. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est justement plonger au-delà de la légende pour découvrir qui il était, vraiment. On a tous ces images en tête. Le savant un peu distrait avec sa fameuse tignasse, le non-conformiste qui tire la langue au photographe, et bien sûr, l'équation qui a complètement changé notre vision d'univers. C'est simple, dans la culture populaire, son nom est devenu le synonyme d'intelligence pure, un symbole universel du savoir. Et la voilà, la formule. C'est sans doute l'équation la plus célèbre de toute l'histoire. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit au fond? Eh bien tout simplement que la matière et l'énergie sont en fait les deux faces d'une même pièce. Qu'une toute petite quantité de matière peut libérer une énergie absolument phénoménale. Pour beaucoup, ces 5 petits caractères représentent le sommet de la pensée humaine, la clé de voûte de la physique moderne. C'est vraiment l'emblème de son génie. Mais si on gratte un peu ce vernis de l'icône planétaire, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une histoire bien plus riche, bien plus nuancée. Une vie qui a été marquée par la rébellion, par l'engagement, et aussi par des choix qui ont dû être parfois très douloureux. C'est cet homme-là qu'on va explorer maintenant. Allez, on commence par le début, sa jeunesse. Parce que pour comprendre le scientifique qui a osé remettre en question les lois de Newton, il faut d'abord rencontrer le jeune rebelle, celui qui refusait l'autorité aveugle et les chemins tout tracés. On entend souvent dire qu'Einstein était un mauvais élève. C'est une idée reçue tenace, mais qui est totalement fausse. En réalité, il était excellent en mathématiques. S'il a été renvoyé de son lycée à Munich à 15 ans, c'est parce que son esprit critique, ça ne collait pas du tout avec la discipline ultra stricte de l'époque. Son prof de grec lui a même dit que sa seule présence altérait le respect de la classe. C'est dire, hein. C'était avant tout un autodidacte passionné qui a appris le calcul différentiel et intégral tout seul entre 12 et 16 ans. Et cette révolte, ce n'était pas juste à l'école, non, c'était une conviction profonde. À seulement 16 ans, il fait un geste politique d'une maturité assez incroyable. Il demande à abandonner sa citoyenneté allemande, tout ça par pure répulsion du militarisme prussien. Il va devenir apatride pendant 5 ans, un choix qui en dit très long sur le jeune homme qu'il était. Après avoir eu son diplôme de l'école polytechnique de Zurich, mais de justesse, il a du mal à trouver un poste à l'université. Finalement, c'est grâce à un ami qu'il décroche un boulot d'expert à l'Office des brevets de Berne. Ce n'est pas une chaire prestigieuse dans une grande université, non, c'est un travail de bureau. Et pourtant, c'est là, dans ce cadre, un peu en marge du monde académique, qu'il va produire ses travaux les plus révolutionnaires. Et nous voilà en 1905. L'employé de l'Office des brevets, qui a alors 26 ans, va publier dans la revue Annalen der Physik 4 articles qui vont, ni plus ni moins, faire basculer toute la physique dans une nouvelle ère. C'est ce qu'on appelle son annus mirabilis, son année miraculeuse. Ce qui se passe cette année-là, c'est juste vertigineux. En mars, il pose les bases de la mécanique quantique en expliquant que la lumière est faite de particules, les quantas. En mai, il apporte une preuve théorique de l'existence des atomes. En juin, il pulvérise les concepts de temps et d'espace absolu avec la relativité restreinte. Et en septembre, il en tire la conclusion la plus célèbre, E égale mc². Il faut s'imaginer 4 révolutions scientifiques majeures en moins d'1 an. Et tout ça produit par un seul homme de 26 ans. Et là, attention, c'est un point crucial et souvent méconnu. On pense souvent qu'Einstein a eu le prix Nobel pour la relativité. Eh bien non. En réalité, le comité Nobel, qui était encore un peu frileux face à une théorie si radicale, le lui a décerné en 1921 pour son travail sur l'effet photoélectrique. C'est sa contribution fondamentale à la théorie quantique, une théorie avec laquelle d'ailleurs il entretiendra des relations assez complexes toute sa vie. Forcément, avec la célébrité vient la responsabilité. Et Einstein ne va pas rester dans sa tour d'ivoire. Le scientifique va devenir une voix, une conscience morale qui va se prendre de plein fouet les tragédies du XXe siècle. Cette citation, elle illustre parfaitement à quel point son pacifisme était radical. Pour lui, l'armée, c'est un cancer de la civilisation. Toute sa vie, il va défendre l'objection de conscience et militer pour la paix, même si les événements de l'histoire le forceront parfois à nuancer un peu sa position. L'histoire le rattrape de manière brutale. En 1933, alors qu'il est en voyage, Hitler prend le pouvoir. Einstein, qui est juif et pacifiste, devient une cible prioritaire. Ses biens sont saisis, ses livres sont jetés au feu et sa tête est même mise à prix. Il rend alors son passeport allemand et jure de ne plus jamais remettre les pieds dans son pays natal. Il s'exilera aux États-Unis, à Princeton.
Et là, on touche sans doute au plus grand dilemme moral de sa vie. En 1939, il est très inquiet à l'idée que l'Allemagne nazie puisse développer une bombe atomique. Alors il signe une lettre au président Roosevelt pour l'alerter de ce danger. Le problème, c'est que cette lettre va contribuer à lancer le projet Manhattan. C'est un acte qui confessera plus tard à Linus Pauling comme étant la grande erreur de sa vie. Le pacifiste qui se retrouve indirectement à l'origine de l'arme la plus destructrice de l'histoire. Quel paradoxe. En arrivant en Amérique, il est confronté à une autre forme de violence, la ségrégation raciale. Il est profondément choqué et il s'engage très activement dans la lutte pour les droits civiques. Il se lie d'amitié avec l'artiste et militant noir Paul Robeson et il va jusqu'à déclarer que le racisme n'est pas un problème pour les personnes de couleur, mais bien une maladie des Blancs. C'était un engagement très courageux à une époque où le macartisme battait son plein. Alors, au final, que reste-t-il d'Einstein ? Bien plus que des équations en fait. Son héritage, c'est celui d'un humaniste dont la pensée a rayonné bien au-delà des laboratoires de physique. Son héritage nous montre un homme aux multiples facettes. C'était un pacifiste convaincu, oui, mais un pacifiste lucide face aux dangers nazis. C'était un homme engagé pour la cause juive et le sionisme culturel. Il a même participé à la création de l'Université hébraïque de Jérusalem, mais il a refusé en 1952 la présidence de l'État d'Israël parce qu'il se jugeait inapte à la politique. C'était aussi un socialiste convaincu qui critiquait le capitalisme dans un essai intitulé « Pourquoi le socialisme ?». Bref, un penseur total, un esprit libre jusqu'au bout. Finalement, quand on regarde l'ensemble de sa vie, on peut se poser la question. Peut-être que sa véritable formule, la plus complexe, la plus inspirante, ce n'était pas E égale mc². C'était peut-être l'équation qu'il a tenté de résoudre toute sa vie. Celle qui lie, de façon indissociable, l'intelligence la plus brillante à une profonde conscience de notre humanité commune. Une équation qui, aujourd'hui encore, continue de nous interroger.